Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là et nombreux avec des décorations assez sympas. Je vois qu'il y en a qui ont mis en fond d'écran des concessions automobiles. Donc on est en plein dans l'actualité qui va se dérouler pendant une demi-heure avec un débat sur l'impact de la fiscalité en 2021. Vaste sujet. On aura beaucoup de questions à poser à nos invités. Avec nous en vision, Jean-Luc Sellotto. Bonsoir Jean-Luc, responsable de la flotte d'Alkia Group EDF. À ma gauche, John Cloutworth, ça se prononce comme ça, je le prononce bien, bon. Directeur du business développement Renault Group. Et puis à ma droite, Robin Ducrot, responsable grand compte BMW Group France. Alors, il y a un sujet d'actualité notamment en ce moment, c'est le sujet du poids, visiblement qui a été retoqué, enfin il y a une espèce de confusion, mais en tout cas le texte ne serait pas passé, enfin bref. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, faut s'attendre à une année 2021 encore beaucoup plus dur fiscalement que l'année 2020? Alors, allez-y. Pas forcément. Alors, le malus au poids, il a effectivement, on s'y attendait, il est revenu en deuxième lecture à l'Assemblée et il a été voté hier par la Commission des Finances. Donc, il y aura bien un malus au poids, alors pas en 2021, en 2022. Ça s'applique à partir du 1er janvier 2022 pour les véhicules de plus de 1800 kg. En poids, en ordre de marche à vide. Donc c'est le poids du véhicule avec le plein de carburant et le conducteur à bord. Donc, par exemple, là, vous représentez le groupe Renault. Chez Renault, quel véhicule serait impacté? Quasiment aucun véhicule. Le principal véhicule qui serait impacté, c'est l'Espace, tout en haut de la gamme Renault. Mais sur l'essentiel de la gamme, il n'y a pas d'impact à 1800 kg pour la gamme Renault. Alors côté BMW, là j'imagine un peu plus... Alors côté BMW, en fait ça va dépendre, puisque si on se focalise effectivement sur la partie B2B, donc l'essentiel des ventes se fait sur des séries 1, série 2, série 3, série 5 parfois, X1, X2. Donc ça c'est vraiment le gros volume des ventes et il n'y a pas d'impact du tout à 1800 kg. On commence à avoir des impacts quand on monte au-delà sur des catégories supérieures, comme certaines versions du X3, du X5. Mais dans ces conditions-là, on arrive sur des véhicules qui existent en version hybride rechargeable, donc électrifiés, et qui font partie des exonérations de super malus, donc ce fameux malus au poids, puisque sur un X3 aujourd'hui c'est un tiers des commandes en hybride rechargeable, et sur un X5 c'est 3/4 des commandes. Donc finalement c'est des véhicules qui ne vont pas être impactés par ce malus, et ce qui fait que, en tout cas pour nous, sur une cible B2B, grand compte ou société, on passe, on va dire, sous les radars de cette nouvelle taxe. Alors ma question, est-ce qu'il n'y aurait pas un impact psychologique? Je m'adresse à vous trois, alors côté constructeur et côté flotte. Est-ce que on ne se dit pas, finalement on ne va pas investir dans ce type de véhicule parce que peut-être dans 2 ans, 3 ans, etc., ça sera plus possible, et les taxes seront tellement énormes que finalement on ne va pas les acheter? Alors là, effectivement, tout va dépendre de l'articulation de la taxe. Si c'est une taxe à l'immatriculation, à partir du moment où elle est immatriculée, on va dire que dans le temps, il n'y aura plus d'impact. Donc là, ça ne pose pas vraiment de problème. Bien évidemment, tous les responsables de parc vont faire l'étude de savoir dans leur car policy quel est le poids de leur véhicule pour voir à quel niveau il se situe en termes de malus. Mais pour tous ceux qui passent en dessous de la barre du seuil fatidique, il n'y aura pas vraiment d'impact. Et à part cette première analyse qui permettra de faire un état des lieux, derrière, vraisemblablement, il n'y aura pas beaucoup de conséquences. John, vous pensez qu'il y aura un effet psychologique? Non, je partage. Ça sera effectivement a priori une taxe à l'immatriculation. Donc a priori, l'effet sera assez limité en 2022. Le point de vigilance, effectivement, à partir du moment où il y a un niveau à 1800 kg qui est fixé au départ, c'est un paramètre sur lequel de futurs gouvernements peuvent jouer pour sévériser ce 1800 kg à 1700, 1600, 1500, pourquoi pas. Donc, à 1800, honnêtement, c'est pas pénalisant. C'est pas pour 2021, donc c'est pas une préoccupation immédiate. Il faut mettre ça de côté pour construire sa car policy 2021. En revanche, il faut être très vigilant là-dessus pour 2022 et pour les années suivantes. Et c'est vrai qu'on surveille ça de très près. En préparant l'émission, John, vous disiez que finalement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en 2021. Alors, c'est quoi les bonnes nouvelles? Il y a même une très bonne nouvelle, et c'est suffisamment rare pour le souligner, c'est la TVS. C'est une bonne nouvelle à 2 titres. D'abord parce qu'on a enfin une TVS qui est linéarisée, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces effets de seuil à 120 grammes, notamment, qui étaient très violents et qui faisaient que parfois, en changeant de version ou en ajoutant une option, on pouvait passer au-dessus des 120 grammes et du coup avoir une TVS qui explosait. Là maintenant, en 2021, le barème va être linéarisé gramme par gramme, comme pour le malus finalement. Donc c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus linéaire pour les gestionnaires de parc. Et par ailleurs, le barème a été revu et il est beaucoup moins sévère que précédemment, avec des baisses de TVS pour les entreprises qui vont, notamment pour les véhicules jusqu'à 157 grammes,
la TVS baisse de entre 20 et 65% par rapport à 2020. Et particulièrement pour les véhicules qui étaient juste au-dessus des 120 grammes, les véhicules entre 121 et 135 grammes, là, ils ont des baisses entre 50 et 65% par rapport à 2020. Donc c'est très sensible et ça va se voir ça dans les frais des entreprises en 2021. Donc c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle puisque jusque-là, on avait plutôt eu un contexte un peu compliqué dans la mesure où on a eu l'arrivée de différentes normes, NEDC puis WLTP, c'était pas forcément très clair. On a dû enchaîner pas mal de barèmes différents, donc c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que là, avec l'arrivée de cette loi de finances 2021, on va jamais dire que c'est agréable de voir des seuils, notamment de malus, qui baissent. Mais effectivement, sur la TV, c'est une bonne nouvelle. C'est linéarisé et c'est plutôt moins coûteux. Donc c'est une très bonne nouvelle que l'on voit arriver là pour 2021. Alors Romain, vous êtes responsable grand compte chez BMW. Le diesel, c'est combien aujourd'hui, les grands comptes? Aujourd'hui, c'est encore une très large majorité des parcs de diesel. Donc de plus en plus de nos clients se posent la question pour sortir du diesel. C'est une question qui se pose depuis déjà 3-4 ans. Des tentatives ont été faites sur de l'essence, mais on se rend compte que pour des gros rouleurs à l'usage, la consommation reste élevée et le TCO global reste élevé. Donc aujourd'hui, sur toutes les catégories en fait, de personnel itinérant, de rouleurs, de commerciaux, on va toujours continuer à proposer du diesel et sur des populations plutôt sédentaires qui vont être capables de faire de la navette entre chez eux et leur travail et surtout qui ont la capacité de se recharger, on va introduire de plus en plus de véhicules rechargeables, donc soit 100% électriques, ce qui est encore une minorité, et plutôt des hybrides rechargeables qui commencent à arriver dans les parcs pour verdir les flottes, baisser les émissions de CO2 des parcs de nos clients. Chez Renault, c'est à peu près la même philosophie? Oui, avec peut-être une nuance près, c'est que le diesel a très très fortement baissé sur le segment B, donc sur les citadines de type Clio, Capture, où là l'essence et l'énergie largement dominantes, que ce soit sur le segment ou dans les ventes de Renault. C'est moins vrai sur les segments C et D, on a plus de gros rouleurs et des véhicules qui restent très, très fortement dieselisés. Mais sur le segment B notamment, il y a eu une très rapide décrue du diesel. Et on pense que ça va nettement s'accélérer l'année prochaine, à la fois parce qu'effectivement il y a le contexte qui peut un peu décourager autour du diesel, et aussi parce que cette nouvelle grille de TVS, comme elle est favorable au grammage de CO2 un petit peu supérieur, et que l'essence à puissance équivalente a toujours à peu près 10-15 grammes de CO2 en plus par rapport au diesel, bah finalement ça nivelle un peu les écarts entre essence et diesel. Et comme en plus il y a un autre élément important en 2021, c'est que la récupération de TVA sur l'essence passe à 80%, donc au même niveau que le diesel. Donc finalement les écarts entre essence et diesel se nivellent de plus en plus, notamment sur le segment B. Aujourd'hui sur le segment de Clio, le diesel c'est plus qu'un tiers du segment. Dans les flottes, je parle vraiment dans les flottes, et on pense que ça va descendre autour d'un quart l'année prochaine, c'est nos projections, au profit de l'essence et puis de l'hybride, du GPL, d'autres énergies alternatives. Ça, les zones à faible émission, déjà vos clients ils sont sensibles dans les grandes flottes les automobiles. Est-ce que ça c'est question qu'on vous pose à l'image de Jean-Luc? Est-ce que c'est une préoccupation aujourd'hui? Tout à fait, c'est vraiment une préoccupation puisque ne pas pouvoir permettre à ses collaborateurs de rentrer dans ces zones parce qu'ils roulent avec un véhicule diesel, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, c'est une question qui se pose tous les jours. Une des réponses pour l'instant à court terme, c'est sur certains clients de diminuer les contrats de location puisqu'on est sur une exclusion des diesels à l'horizon de 2024. Donc là, on est en train de réduire petit à petit les contrats de 4 ans, 3 ans, pour être toujours à peu près tangent à cette réglementation. Et petit à petit, en fonction de ce qui va être annoncé, tout à fait, les clients vont basculer sur de l'essence, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des collaborateurs qui ne peuvent pas rentrer dans les villes. Donc en fait, là, la stratégie, c'est d'être un petit peu plus agile en modifiant ces contrats de location, et surtout de regarder de plus en plus dans le détail des besoins des utilisateurs, puis il y en a qui n'ont jamais allé dans des ZFE, d'autres qui y vont tous les jours. Et donc là, le but du responsable de parc, ça va être de piloter le plus finement possible par rapport à son budget pour toujours répondre à ses équations économiques et faire en sorte que le véhicule ne soit pas trop cher à l'usage, mais permette quand même de circuler sur tout le territoire français, en tout cas la zone de chalandise, on va dire son commercial par exemple. Je nous attendais à ce que vraiment toutes les villes, les grandes villes aient ce type de restrictions, et comment ça peut se passer vis-à-vis de vos clients? Alors, ça a l'air d'être la tendance en tout cas, effectivement, si on s'en tient aux résultats des dernières élections municipales, on voit une tendance quand même à ce que le vote écolo soit vraiment perce dans toutes les grandes villes, que ce soit Paris, c'était déjà le cas, mais Lyon, Bordeaux, voilà, on voit bien que c'est une tendance de fond.
Oui, ça va continuer, d'autant que c'est une obligation imposée par l'Union européenne. Il faut aussi savoir que les ZFE, ce n'est pas forcément qu'un choix de la France, c'est aussi une réglementation européenne qui impose la création de ces zones, donc il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Donc oui, c'est impactant pour la réflexion des clients. Je partage ce qui vient d'être dit. Il y a aussi, à l'horizon 2022, ça approche, il y a la perspective de la loi L'Homme aussi, qui va imposer un pourcentage de plus en plus important de renouvellement en véhicules propres dans les parcs des entreprises. Donc tout ça, effectivement, aujourd'hui, ce que disait Jean-Luc, il n'y a plus aucune entreprise, notamment dans les grands comptes, mais pas seulement, qui peut ignorer cette tendance-là et doit se préparer à cette évolution. Alors, une question un peu naïve, mais comment on fait pour s'y retrouver aujourd'hui? Parce que déjà, ça a l'air hyper compliqué, ça dépend des gouvernements, ça dépend maintenant des villes. Entre les pays, c'est différent. Vous êtes des constructeurs qui êtes non seulement français, mais aussi mondiaux. Comment on fait pour aujourd'hui prévoir ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Comment vous faites? C'est une question. Alors, chez BMW, en tout cas, il y a une stratégie de long terme qui est en place depuis plus de 50 ans, qui est sur le travail du cycle de vie de la voiture. Donc, évidemment, la consommation de la voiture en cycle d'usage, mais aussi tout ce qui est autour de la fabrication et du recyclage. Et donc, clairement, ça va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire de réduire l'impact sur l'environnement. Donc, dans tous les cas, on travaille depuis déjà des années sur la baisse des émissions de CO2, et c'est ce vers quoi vont les gouvernements. Donc, déjà, on va quand même plus ou moins dans la même direction. Donc on a aujourd'hui une... Est-ce que vous avez d'ailleurs une transparence, parce que c'est une question qui a été posée la fois dernière, sur vos émissions, non seulement de CO2, mais aussi par exemple sur les NOx, par rapport aux demandes qui peuvent être faites de la part des entreprises? Alors nous, on est capable de communiquer les émissions de NOx, de CO2, toutes les émissions de polluants, on les a effectivement au cas par cas. Et aujourd'hui, on va vraiment au plus loin, puisqu'on va aussi montrer la transparence au niveau de toute la chaîne de production. Puisque en fait, on est analysé, mesuré par différents organismes externes, comme le Dow Jones Sustainability Index. Donc c'est une organisation qui va, si vous voulez, détailler tout ce que vous faites et vous classer par rapport aux autres industries du secteur. Et BMW, la semaine dernière, a eu les résultats et est sorti numéro 1 du secteur automobile. Donc ça veut dire qu'on a été mesuré sur tout ce qu'on met en place, sur tout ce qui est déjà mis en place et sur notre stratégie. Donc c'est vrai que c'est du puits à la roue. C'est du puits à la roue, exactement. Et ça montre aussi qu'il n'y a pas juste une optimisation de la voiture au moment de l'usage, mais aussi de tout ce qui est fabrication et derrière recyclage. Et ça, c'est un élément hyper important, parce que peut-être que ça peut aussi permettre aux entreprises de regarder le cycle de vie et non pas juste la phase d'usage d'un véhicule de fonction. C'est vrai que John, il y a une réalité, on va dire, du terrain par rapport à tout ce qui peut être dit. Alors vous, notamment chez Renault, parce qu'il n'y a pas que l'électrique, justement peut-être pour avoir des solutions, notamment le GPL, parce que vous le relancez, notamment avec la marque Dacia, surtout avec la marque Dacia, mais aussi Renault. C'est quelque chose, par exemple, qui peut intéresser ça, les entreprises ou c'est que pour les particuliers, ou c'est quelque chose qui va se développer comme en Italie, par exemple? Non, le GPL, on pense que c'est une alternative. Alors, c'est un des éléments de notre offre, c'est pas le seul, mais effectivement, c'est une alternative qui est intéressante à regarder. On la propose sur effectivement la gamme Dacia, mais aussi sur Clio et Captur dans la gamme Renault, donc sur des véhicules quand même de grande diffusion. C'est assez intéressant parce que fiscalement, c'est très avantagé quand même. La carte grise est gratuite, il y a une exonération de TVS, donc c'est quand même assez avantageux. Le coût du carburant du GPL en lui-même est très économique, à peu près 80 centimes le litre à l'achat, avec une récupération de TVA à 100% en plus. Sur le GPL. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait une stratégie de proposer des véhicules GPL au même prix que les véhicules essence pour avoir cette possibilité, à condition d'utiliser le GPL, d'avoir des vrais gains en TCO. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur certains modèles, notamment sur une Clio, quand on regarde le bilan TCO sur un rouleur moyen, le GPL, c'est aujourd'hui techniquement la meilleure équation en termes de TCO. Alors à condition de pouvoir faire à peu près un tiers du kilométrage en usage GPL, parce que c'est une bicarburation le GPL. Donc, oui, ça beaucoup l'oublie, c'est-à-dire qu'on peut rouler la fois en essence. On peut rouler tout le temps en essence si on veut. Oui. On ne peut jamais utiliser le réservoir GPL, ce serait dommage, mais c'est possible, ça ne pose pas de problème. En revanche, ça devient économique à l'usage à partir du moment où on utilise de temps en temps le GPL. Donc aujourd'hui en France, il y a à peu près une station sur 6 qui est équipée en GPL. Donc on peut tout à fait envisager dans l'usage d'un commercial d'avoir des points de ravitaillement un peu identifiés en GPL. Et là, ça peut devenir très très économique. Romain, on évoquait l'hybride rechargeable qui est vraiment le sujet d'actualité. On voit que les ventes cartonnent. Alors le problème qu'on parle toujours, c'est en fait que beaucoup de personnes ne rechargent pas la voiture, donc finalement ça ne sert à rien.
Vous, chez BMW, vous avez décidé de prendre les choses en main, puisque vous proposez notamment des réductions. Alors, est-ce que c'est pour le grand public et aussi est-ce que c'est pour les sociétés, pour inciter les personnes à bien recharger leur véhicule? En fait, Qu'est-ce que vous proposez? Exactement, c'est exactement ça. C'est qu'on lance des modèles hybrides rechargeables depuis 2014, donc on a déjà de l'expérience sur l'utilisation des véhicules. Et effectivement, c'est un énorme conseil qu'on fait à tout notre réseau de force de vente. C'est attention, l'hybride rechargeable, ça correspond à certains usages, notamment des gens qui peuvent recharger régulièrement et qui veulent recharger régulièrement, pas pour des gens qui n'ont jamais rechargé. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, au-delà de ce conseil, c'est qu'on a mis en place une stratégie qui s'appelle BMW Points. Et en fait, on va rémunérer chaque kilomètre parcouru de manière 100% électrique avec une cagnotte. Et une fois qu'on va atteindre un certain niveau dans cette cagnotte, on va reverser des recharges gratuites sur le réseau grâce à la carte BMW Charging pour se recharger de manière 100% électrique et gratuite pour récompenser les utilisateurs qui ont joué le jeu de la recharge électrique. Et c'est un petit jeu comme ça, vous pouvez le suivre avec votre application smartphone pour essayer de faire des records, de gagner un maximum de points. De façon ludique. De manière ludique, exactement, et économique, puisqu'on a des recharges gratuites. Avant de prendre les questions, John, une dernière question de ma part. Jean-Luc l'évoquait sur le... C'est vrai que, par exemple, à la campagne, c'est un peu plus compliqué, et qu'on a une réalité qui est différente. Et il y a l'autre réalité qui fait pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de bornes. Alors c'est vrai que l'État veut accélérer pour en installer beaucoup en 2021. Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que vous dites quoi à tous ceux qui vous regardent, qu'il y aura vraiment de quoi et se recharger partout en France, ou ça sera encore compliqué l'année prochaine? Alors, je me garderais bien de m'engager à la place de l'État, parce que ça serait un peu risqué de ma part. Vous êtes un acteur engagé, bien sûr. Non, ce qui est sûr, c'est que la filière automobile est intégrée dans cette démarche-là. Plus généralement, la filière de la grande distribution, puisqu'il y a eu un engagement fort de tous les acteurs de la grande distribution pour équiper massivement leur parking de bornes de recharge, les Leclerc, Super U, Intermarché. On a récemment signé un partenariat avec Leclerc pour faire un pré-lancement de notre nouveauté Dacia Spring sur le segment A avec un prix en électrique qui sera assez imbattable. Donc il y a ces acteurs-là, ces opérateurs-là qui interviennent. Les pouvoirs publics ont pris des engagements, est-ce qu'ils les tiendront? On verra. Nous, on a aussi pris les devants en créant une filiale qui s'appelle Elexcent, qui intervient dans l'accompagnement de nos clients sur les projets d'infrastructure électrique, parce que souvent on s'aperçoit que c'est le maillon qui manque dans la chaîne, c'est des véhicules électriques, ok, mais comment je les recharge? Et donc on propose, on a créé cette filiale qui s'occupe que de ça, qui s'occupe pas de vendre des voitures, qui s'occupe de vendre de l'infrastructure et d'accompagner dans la gestion de projets d'infrastructure électrique, parce que parfois, on parlait du cas d'un artisan, c'est parfois plus facile d'installer une borne de recharge, une wallbox chez un artisan, que de l'installer chez un grand compte à la Défense, où c'est une autre infrastructure à mettre en place. Donc, et aujourd'hui d'ailleurs, puisque la question a été posée, on a sur du Kangoo électrique par exemple, on en vend plutôt plus à la campagne qu'en ville, parce que finalement c'est parfois plus simple à mettre en place qu'en ville. Et toutes ces sociétés qui vous achètent des voitures électriques, au bout de quelques années, qu'est-ce que vous leur garantissez? Vous les reprenez? Qu'est-ce qu'elles vont devenir concrètement? Vous les mettez à la case, vous récupérez les batteries? C'est une question qu'on se pose, parce qu'à on n'en parle pas beaucoup, on dit véhicule électrique, mais qu'est-ce qui devient après? Alors on n'est surtout pas à la casse, parce que ça nous coûterait une fortune et les valeurs résiduelles seraient dramatiquement basses. Cela dit, vous allez créer à Flins, vous allez créer une usine qui va recycler les voitures. Alors déjà, dans un premier temps, avant de les recycler, on va déjà les recommercialiser en VO. Donc alors que ce soit nous, quand on finance les ventes, ou les lois à longue durée vont les recommercialiser à des particuliers ou des entreprises en véhicules d'occasion. Donc voilà, les véhicules vont avoir une deuxième vie, voire une troisième vie en occasion. Et puis effectivement, en bout de course, comme un véhicule particulier, on va pouvoir les revaloriser. Donc effectivement, avec une stratégie assez approfondie de recyclage, de revalorisation des batteries. Et effectivement, on a un projet, alors qui est encore à ses débuts, mais de création d'une usine centrée autour de l'économie circulaire à Flins, avec une volonté forte, c'est de prolonger la durée de vie des automobiles et de les reconditionner pour qu'elles puissent durer plus longtemps en VO. C'est aussi un des engagements qu'on prend en termes de... Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des émissions de CO2, mais c'est un des éléments effectivement de la chaîne de l'impact environnemental d'une automobile. Un autre, c'est quelle fréquence on les renouvelle et comment est-ce qu'on les détruit, etc. Donc le fait de faire durer plus longtemps les véhicules et de pouvoir les remettre sur le marché en occasion dans de meilleures conditions, c'est un enjeu effectivement important. Mais c'est vrai que
question des batteries, c'est un enjeu fort et qui est vraiment souvent cité par les clients. Et effectivement, Renault était dans le même cas que BMW en lançant une électrique en 2013, une date à laquelle la filière de recyclage des batteries n'existait pas vraiment ou pas dans les proportions dans lesquelles elle devait exister. Et aujourd'hui, BMW a créé sa propre filière en interne, là où l'Union européenne impose une recyclabilité des batteries de 50%. On est déjà à plus de 90%, entre 91 et 96 en général. Et on a déjà dans le monde plus de 3000 points de collecte de batteries haute tension qu'on va récupérer et qu'on va acheminer chez nous pour pouvoir les recycler. Donc ça, c'est un élément fort à avoir en tête, parce que c'est des batteries qu'on va soit recycler quasiment à 100%, soit qu'on utilise comme du stockage stationnaire pour alimenter nos usines de production. Il faut savoir que depuis 2020, toutes les usines BMW sont alimentées avec de l'énergie renouvelable à 100%, et que dès l'année prochaine, déjà, BMW sera neutre en carbone au niveau de tous ses cycles de production dans le monde. Un dernier mot ? Non, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les batteries, elles coûtent cher, donc c'est l'intérêt des constructeurs de les valoriser, parce que si on les détruit, indépendamment de l'aspect environnemental qui est certain, économiquement, c'est un drame, donc c'est tout notre intérêt en tant que constructeur de trouver des Mais dites-moi, est-ce que, parce que là déjà, c'est passé ric-rac, si je puis dire, mais l'électrique, au bout d'un moment, le gouvernement ne va pas s'asseoir, entre guillemets, sur une manne financière qu'il récupère sur l'essence et sur le diesel. Est-ce que vous craignez que la fiscalité, parce que là on parle de fiscalité, est-ce que la fiscalité va à un moment changer et basculer, et que ça sera plus compliqué pour l'électrique ? On sait que vous le prévoyez déjà ? Oui, on sait que ce sera le cas. C'est vrai qu'on a eu un petit répit cette année avec le plan de relance où on était descendu à 3 000 € sur le bonus, c'est remonté à 5 000 €. Ça va rester à 5 000 € jusqu'à mi-2021. Donc ça aussi, ça a été annoncé la semaine dernière. Tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'on sait que la trajectoire elle va être à la baisse régulière. Donc oui, ça va baisser. L'idée est que la montée en puissance des volumes compense progressivement la baisse des incitations pour trouver un point d'équilibre économique pour la filière. C'est l'heure de vos questions. Alors n'hésitez pas à les poser. Laurent, si jamais on ne peut pas entendre nos intervenants, est-ce qu'il y a déjà des questions ? Oui, il y a des questions. Donc, merci déjà à tous les quatre. Il y a de nombreuses questions. Donc, la première, j'ai Claudia Almeida qui pose la question. C'est concernant les hybrides non rechargeables, type Toyota. Est-ce que vous confirmez que l'exonération de TVS est supprimée à partir de 2021 sur les nouvelles livraisons, bien entendu ? C'est une bonne question. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a encore, chez nous, il y a encore des points de relecture sur ce sujet-là. A priori, non. A priori, on aurait toujours l'exonération partielle de 12 trimestres pour les hybrides simples et les hybrides GPL de moins de 120 grammes de CO2, donc la même chose que cette année. Ça serait à partir de 2022 qu'il y aurait uniquement une exonération totale qui resterait pour les véhicules hybrides rechargeables et électriques. Mais c'est un point, pour être tout à fait honnête, tant que la loi de finances définitive n'est pas passée, je pense qu'il faut être vigilant, et nous, en tout cas, on suit ça de près, donc à suivre. D'accord, on avait une autre question de Brice Derrette sur le carburant. À quand une large validation des constructeurs à autoriser l'usage du carburant essence E85 ? Les dernières études montrent que ce carburant n'est pas si contraignant à l'utilisation sur un moteur essence classique. Alors là, on le voit, le 85, depuis qu'on peut installer aussi un boîtier maintenant sur ces voitures, qui ne sont pas d'origine, ça cartonne. Il y a de plus en plus aussi je crois qu'il y a 2000 maintenant stations qui accueillent. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous y travaillez ou vous laissez ça complètement de côté ? Alors, la question en tout cas pour BMW en France, en Europe, c'est pas encore quelque chose qu'on propose. Pour autant, c'est quelque chose qu'on développe puisqu'on est présent sur des marchés comme le Brésil. Donc c'est des technologies qu'on maîtrise et dont on dispose. Mais pour autant, pour l'instant, tant que la demande client n'est peut-être pas suffisamment élevée, on ne va pas encore le proposer, même si on est capable de le sortir assez rapidement. Il y a une filière qui produit en France. Tout à fait. 85. Ça, vous laissez de côté le 85 ? Non, on est un peu dans la même optique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on développe ça en Amérique du Sud notamment, où il y a une demande qui est très forte. Aujourd'hui en Europe, les résultats aussi en termes d'émissions de CO2 sont pas très compétitifs par rapport aussi à nos objectifs café, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais nous constructeurs, on a aussi une forte pression sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, on privilégie aussi dans les technologies. En 2 mots, dites. Alors le café, c'est pas ce qu'on boit. Non, c'est pas le café qu'on boit. Le café, c'est un niveau d'émission de CO2 moyen une cible qui est fixée par l'Union européenne à chaque constructeur, qui est spécifique en fonction de la gamme de chaque constructeur, qui est très contraignante et qui impose une forte réduction des émissions de CO2 des véhicules mis à la route.
Et donc évidemment, ça Avec une oriente. pénalité qui est dantesque, c'est de l'ordre de 100 Pour le euros groupe par- Renault, un Voilà. gramme de dépassement, c'est 160 millions d'euros d'amende. Donc un gramme, ça peut aller vite. Hein. Donc effectivement, c'est un enjeu qui est très important. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on s'adapte à la fiscalité pour proposer les meilleures solutions pour nos clients. Mais on a aussi de l'autre côté, et qui est moins visible par nos clients, cette pression réglementaire qui aussi régit nos choix stratégiques en termes de technologie. Très bien. Alors, nous avons encore 2 minutes avant de passer en room, comme vous le savez. Alors, il y a une question, effectivement, on parle moins souvent des utilitaires. Est-ce qu'il existe des utilitaires en hybride? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les constructeurs s'intéressent à ce segment, à ce sujet? Ça, notamment pour accéder aux zones hybrides à tout son sens. À la fois faire de la ville et puis de la route. Alors sur l'aspect utilitaire, je vais plutôt te Ouais, laisser la c'est parole. Renault. Ouais. Aujourd'hui, il y a peu d'offres hybrides utilitaires sur le marché. Il y a une offre chez nos concurrents de Ford en hybride rechargeable. Je ne vais pas parler de la concurrence, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir un bon rendement sur de l'hybride en utilitaire parce que le poids des véhicules est très important. Et du coup, l'autonomie électrique et le rapport entre le surpoids des batteries, la conso du moteur essence rapporté au gain, finalement, c'est plutôt plus coûteux à l'usage qu'un véhicule diesel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'utilitaire, on reste, nous, aujourd'hui, sur du diesel, et pour longtemps encore, on pense sur l'utilitaire, et de l'électrique, voire de l'hydrogène. Oui, vous avez présenté des véhicules hydrogène d'ailleurs. Ouais. Donc, mais qui pour l'instant avec une visibilité un peu plus long terme parce que c'est quand même assez coûteux à l'achat. Donc c'est assez localisé aussi par rapport à un réseau de recharge qui est encore un petit peu embryonnaire. Donc vous ne conseillez pas l'hybride pour les utilitaires? Alors, de toute façon, je ne pourrais pas en vendre. Donc... Non, mais non, mais aujourd'hui, les quelques tests qu'il y a pu avoir, encore une fois, je ne veux pas dénigrer la concurrence, c'est pas très fair play, mais les quelques tests qui ont pu être faits sur des véhicules hybrides utilitaires ne sont pas forcément très concluants en termes de coût réel à l'usage. Donc la technologie n'est pas encore tout à fait au point, à mon sens, pour l'utilitaire. Le gouvernement fédéral belge souhaite obliger les entreprises à disposer d'une flotte de véhicules totalement neutres en 2026, avec uniquement des véhicules électriques ou à l'hydrogène. Est-ce que cette mesure risque de s'appliquer à toute l'Union européenne? si vous avez la réponse. À ma connaissance, non, mais bon, ça peut bouger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'horizon 2030-2035, ça va être très très drastique et il faut se préparer à ce que de toute façon le véhicule électrique devienne quand même très rapidement, parce que ça arrive vite, devienne quand même la norme en Europe. Hein. C'est à peu près écrit maintenant. Mais surtout, peut-être que ça rejoint la question sur l'île, mais ce qui dicte aussi, on a l'impression aujourd'hui, ce sont les villes, presque plus que les gouvernements. Donc vous allez aussi devoir, j'imagine, être en contact encore plus au quotidien, quasiment avec toutes les grandes villes européennes. Ça va être compliqué pour vous. En France, c'est surtout en plus Paris qui va en général montrer l'exemple, Oui. et puis derrière les autres villes de France qui vont suivre. Effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Après, globalement, tous les constructeurs ont des offres électrifiées qui permettent de répondre à ces besoins. Aujourd'hui, côté BMW, on développe tout encore, hein, puisqu'on développe l'essence, le diesel, l'hybride et l'électrique. On pense que d'ici 2030, on fera encore 50% de nos ventes en thermique, ou en tout cas en thermique électrifié, donc hybride plus essence, électrique plus essence. Donc on continue à développer toutes les technologies, et c'est ce qui coûte cher. C'est que comme on n'a pas une visibilité parfaite, on est obligé de travailler sur tous les terrains. On développe également l'hydrogène, c'est 40 ans qu'on travaille dessus, 20 ans sur la pile à combustible. Donc là, on s'apprête à sortir une petite série d'ici 2022 et un déploiement peut-être plus massif à partir de 2025 en fonction des infrastructures. C'est vrai que ces développements sur toutes les technologies coûtent assez cher et nous permettent aujourd'hui d'être flexibles et de répondre à tous les besoins. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci à vous. La soirée se poursuit puisque maintenant vous avez l'occasion de parler, d'échanger avec vos expériences à travers les rooms. Merci à tous.